Ladies and gentlemen, I give you Manuel Valls. Monsieur l'ambassadeur, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci d'abord de me permettre d'intervenir à l'occasion de ce 6e forum global de lutte contre l'antisémitisme et de participer ainsi à sa conclusion. Persécutés tout au long de notre histoire, désignés comme boucs émissaires, privés de droits civiques, persécutés, déportés dans les camps de la mort par leur propre pays, tabassés, humiliés, assassinés, rien n'a été épargné aux Juifs de France, pourtant l'une des plus vieilles communautés d'Europe. Je vais vous parler avec la raison, celle d'un ancien Premier ministre. Mais aussi, je vais vous parler avec le cœur, celui d'un homme libre et convaincu qu'il y a des combats qui dépassent les misérables querelles politiques que nous connaissons partout dans chacun de nos pays. Je vous parlerai avec lucidité, humilité face aux défis que nous avons devant nous, mais aussi avec optimisme. La France entretient un rapport particulier avec l'antisémitisme. Longtemps, dans notre pays, comme partout ailleurs, les Juifs se sont heurtés à une violente hostilité, fruit de l'antique antisémitisme chrétien disséqué par Léon Poliakov. La Révolution française, grâce à une lente évolution des idées, a permis une amélioration considérable de la situation des Juifs. La question de leur émancipation a d'ailleurs été longuement débattue à l'Assemblée en 1789, sous l'impulsion d'hommes comme l'abbé Grégoire, Robespierre ou Mirabeau, qui ont mis tout leur savoir, leur énergie, leur éloquence au service de l'émancipation des 40 000 Juifs vivant alors en France. En 1791, les Juifs de France obtiennent la citoyenneté française. C'est un acte symbolique et nul gouvernement, hormis celui du maréchal Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale, nul gouvernement, à part celui-ci, ne reviendra sur le vote de ce décret d'émancipation en 1791. Cette amélioration progressive de la situation des Juifs n'est pas allée de pair avec une disparition des préjugés les concernant ou de l'esprit anti-juif qui pouvait régner déjà à l'époque. Les décisions arbitraires pleuvent à leur égard, notamment sous le règne autoritaire de Napoléon Ier. Mais il va organiser le consistoire israélite de France et permettre de fait et à la fois l'émancipation et l'assimilation de cette communauté. Les temps ont depuis changé, mais le consistoire n'a pas changé un mot de sa devise bicentenaire, patrie et religion. La défense des droits des Juifs n'est pourtant pas une priorité après l'avènement de la République, de la Troisième République, en 1873.
À droite comme à gauche, chacun avait ses combats propres. Comme le rappelle l'historien Michel Vinocq, jusqu'en 1898, l'antisémitisme n'est perçu par l'ensemble de la gauche, et plus particulièrement par les socialistes, ni comme un opprobre, ni comme une menace sérieuse. À la fin du XIXe siècle, donc, avant l'affaire Dreyfus, les socialistes, courant politique qui était en train de naître, étaient loin de se désolidariser de l'esprit antisémite de l'époque qui véhiculait notamment les préjugés sur les juifs, l'argent et le pouvoir politique, les assimilant à des Rothschild et des financiers. C'est à cette époque notamment qu'ont été publiés de nombreux livres antisémites, dont l'ouvrage fondateur en 1886 de l'antisémitisme contemporain, La France juive d'Édouard Drummond. Homme d'extrême droite, entrepreneur de la haine des Juifs, inspirateur aussi de Charles Maurras, qui sera l'incarnation d'un antijudaïsme radicalisé qui facilitera au fond la collaboration avec les nazis et les lois anti-juives de 1940. Personne ne doit d'ailleurs minimiser l'antisémitisme de Maurras dans l'entre-deux-guerres, car son influence intellectuelle est alors considérable. Il faut relire l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy pour comprendre cette dérive et les débats que nous avons encore aujourd'hui sur, par exemple, l'impossibilité de publier les pamphlets antisémites de l'un de nos plus grands écrivains, en tout cas considéré comme tel, Céline, les débats que nous avons sur la commémoration de la naissance de Charles Maurras, ou la découverte des textes abjects et anti-juifs de l'un de nos plus grands philosophes, cité en permanence, Alain. Il s'agit de cette judéophobie si française, cette stigmatisation violente, populiste et émeutière dont la France eut la primeur au crépuscule du XIXe siècle jusqu'en 1944. Lors de l'affaire Dreyfus, et je reviens à la gauche, au mieux les socialistes de l'époque sont restés passifs ou sceptiques, le groupe socialiste à la Chambre des députés allant jusqu'à présenter l'affaire comme, et j'ouvre les guillemets, une lutte entre les deux factions rivales de la classe bourgeoise et les alertant sur le danger de s'éloigner de leur vrai combat politique, c'est-à-dire des combats, disent-ils, de classe, économiques et sociaux, que les sujets identitaires ou culturels l'éloignaient de l'essentiel. Le clivage gauche-droite est ainsi foudroyé, pour reprendre la formule du journaliste Alexis Lacroix, dans un livre lumineux que je vous recommande et qu'il a publié il y a quelques semaines et qui s'appelle « J'accuse, 1898-2018, permanence de l'antisémitisme ». C'est à ce moment-là que Georges Clemenceau, qui sera le grand vainqueur quelques années après de la Première Guerre mondiale, que Georges Clemenceau résiste aux foules et que le grand écrivain Émile Zola refuse tout compromis avec l'antisémitisme. Il avait d'ailleurs écrit en 1896 un article dans le Figaro qui s'intitulait « Pour les Juifs ». Et puis c'est le fameux « J'accuse » à la une du journal L'Aurore, le journal de Clemenceau, le 13 janvier 1898, démontant toute l'accusation à l'égard du capitaine Dreyfus, accusé de trahison et de complicité avec l'Allemagne, parce qu'au fond, il était une proie facile, puisque juif. Zola et Clemenceau ont fondamentalement raison. Pour cela, je les admire.
Ils sont avec Proust, Lazare, Péguy et finalement Jaurès, le leader des socialistes, qui les rejoint. Ils sont l'honneur de la France. Vous le savez sans doute. Théodore Herzl, alors jeune journaliste autrichien, suivra attentivement leur combat victorieux pour innocenter le capitaine Dreyfus. Il racontera être devenu sioniste à la suite du procès de Dreyfus et marqué bien sûr par la violence anti-juive qui se fait jour en France, mais également par le combat de ceux qui défendent Dreyfus. Encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai évoqué cette histoire, le rapport d'une partie de la gauche à l'antisémitisme est ambigu. Il y a un courant à gauche et à l'extrême gauche en France, mais pas seulement en France, qui utilise par exemple le conflit israélo-palestinien pour exprimer sa haine à l'égard d'Israël et qui a conduit à ses dérives et à nourrir des relents antisémites, avec des mouvements comme BDS, ces actions de boycott d'Israël, interdites, je le rappelle, par la loi française. Il n'y a pas seulement une volonté de critiquer ou de remettre en cause la politique du gouvernement israélien de la part de BDS, de certaines ONG ou associations de soutien aux Palestiniens. Mais toute critique, bien sûr, est légitime et elle s'exprime comme il se doit en Israël, qui est, je le rappelle à chaque fois, la seule démocratie du Proche et du Moyen-Orient. Mais je reviendrai sur cette dérive. Et je veux d'ailleurs rappeler qu'au sein du Parti socialiste français, celui d'aujourd'hui, celui de François Mitterrand, de Michel Rocard, de Lionel Jospin ou de François Hollande, il n'y a jamais eu un courant de pensée qui reprenait cette thèse. Le seul qui produit une thèse dangereuse, qui partait du principe qu'il ne fallait pas favoriser une politique pro-israélienne, car elle n'était pas payante électoralement en France, car elle allait à l'encontre des opinions des électorats de nos banlieues, des générations d'immigrés. Celui qui a tenu cette thèse a été exclu du Parti socialiste au début des années 2000. Mais dans la gauche politique, ces dérives antisémites existent toujours, avec en plus une forme d'alliance entre l'extrême droite et l'extrême gauche, entre des individus comme le soi-disant humoriste Dieudonné et le néo-nazi Soral, qui ont construit progressivement un prêt-à-penser idéologique qui fait des dégâts considérables sur les réseaux sociaux, en particulier chez nos jeunes. Et j'y reviendrai plus tard. Je veux dire à cet instant de mon propos, qui a commencé de manière directe, abrupte et grave, mais je veux dire à cet instant de mon propos, et cela me paraît important, que l'attachement des Juifs, des Français juifs pour la France est profond, immuable et bien sûr sincère. Depuis la création du consistoire et la grande prière du 17 mars à l'intention de l'empereur Napoléon, la communauté juive célèbre la France toutes les semaines lors des offices du Shabbat et à l'occasion des cérémonies officielles retentit la prière des Juifs en français pour la République française désormais. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Il n'y a aucune autre religion, aucun culte qui tient ces propos toutes les semaines. Cela veut dire la formidable assimilation et le lien qui existe entre les Français juifs et leur pays. La communauté juive a longtemps été sans attache en Europe. Je vais vite. Elle a su trouver en France des promesses d'égalité, de liberté, d'émancipation, d'intégration, d'assimilation. Notre pays a pu leur offrir des droits civiques, une normalisation de leur lieu de culte. C'est le plus important sans doute dans les décisions prises par Napoléon. Jamais
les Juifs n'ont renié leur attachement à la France. Écoutez le grand intellectuel Raymond Aron. Il dit « Je suis ce qu'on appelle un juif assimilé. Enfant, j'ai pleuré au malheur de la France, à Waterloo ou à Sedan. Non en écoutant le récit de la destruction du temple. Aucun autre drapeau que le tricolore, aucun autre hymne que la Marseillaise ne mouillera jamais mes yeux. » Et il rajoutait pourtant « Hitler m'a révélé mon judaïsme. » Les Français juifs furent souvent parmi les plus vaillants défenseurs de la patrie et de la République, notamment par leur engagement au cours de la Grande Guerre 1914-1918, mais aussi bien sûr dans la résistance face à l'occupation nazie et aux persécutions ignobles. Alors, j'ouvre les guillemets, pourquoi restons-nous dans l'inconscient collectif et même chez les plus fidèles de nos amis, des Juifs de France, demande à juste titre mon ami François Heilbronn, vice-président du mémorial de la Shoah à Paris. La France doit être donc digne de l'esprit porté par Aron, car le judaïsme fait profondément partie de son identité. En 2015, c'était rappelé il y a un instant, alors que nous venions de subir les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher, j'avais exprimé un cri du cœur en disant que la France sans les Juifs, ce n'est plus la France. Et je le crois profondément, et c'est pour ceux qui s'interrogeraient le vecteur principal de mon combat contre l'antisémitisme, pour cette relation toute particulière entre la France et le judaïsme, et j'y reviendrai, pour Israël. Et pourtant, 75 après les déportations dans les camps de concentration, les Français juifs ont de nouveau peur. Nous aurions pu penser, après la Shoah, que nous ne connaîtrions plus l'antisémitisme, qu'il soit ancien ou nouveau, d'extrême droite ou venu de l'extrême gauche. Nous devons faire face, reconnaissons-le, à une terrible régression. L'antisémitisme, c'est une société qui vit dans la rancœur, dans le ressentiment. C'est la preuve, la démonstration d'une société malade. Ce phénomène, il est profond, il se déchaîne, et certains d'ailleurs, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, rarement de bonnes raisons d'ailleurs, veulent le minimiser. L'antisémitisme au quotidien aujourd'hui, il est à la une de nos journaux. Quand un adolescent agresse un enseignant juif au nom de Daesh, quand une femme est assassinée dans son appartement parce que juive, quand une famille juive est séquestrée à son domicile, puisqu'on recherche bien sûr de l'argent, quand un homme qui porte la kippa se fait traiter de sale juif dans la rue, quand des familles sont obligées de changer de quartier. Je me suis toujours battu contre l'antisémitisme, non pas parce que je serais, comme je l'entends souvent, l'ami d'Israël, ou parce que je serais sous l'influence de ma femme, mais simplement parce que j'aime mon pays, j'aime la France, et que je refuse le retour de ce qui a été le plus grand des honneurs de son histoire, démontré par les historiens, souvent américains, démontré dans le travail extraordinaire de Serge Klarsfeld, et reconnu enfin en 1995, et quel discours, par le président de la République, Jacques Chirac, à l'occasion de l'anniversaire de la RAF du Livre, et tous ses successeurs ont repris les mêmes mots. Comment peut-on imaginer qu'en France, des individus se déchaînent sur une stèle qui rappelle que l'on a torturé à mort un jeune juif parce qu'il était tout simplement juif? Il y a des individus pour qui cette première mort n'est pas suffisante et qui pensent qu'ils avaient à le tuer une deuxième fois. La mère d'Ilan Halimi, puisqu'il s'agit de ce jeune garçon, la mère Ruth Halimi, avait d'ailleurs anticipé cette haine
et craignait que l'on vienne profaner la tombe de son fils. C'est pour cela qu'elle a décidé de l'enterrer en Israël. Beaucoup, parmi les Français juifs, ont malheureusement cessé de croire que notre pays pouvait les protéger. Des familles entières, de banlieues parisiennes notamment, victimes d'une pression terrible, décident soit d'aller dans d'autres quartiers, je vous le disais, soit de quitter la France. Eva Sandler, dont le mari et les enfants ont été tués à Toulouse. Yael Cohen, dont le fils est mort dans l'attentat de l'Hyper-Cacher, ont aussi décidé de partir vivre en Israël. Parce que je me suis recueilli en 2016 et Aryeh Ben-Semoun, qui était président alors de la communauté juive de Toulouse et qui est avec nous aujourd'hui, était à mes côtés. Parce que je me suis recueilli au nom de la France sur la tombe d'Ilan Halimi et des victimes du terrorisme à l'école aux Atora de Toulouse. Parce que j'ai à ce moment-là porté sur mes épaules le poids bien sûr de la responsabilité, mais je vous parle très sincèrement du remords au nom de mon pays. J'ai fait ce serment que plus jamais la France ne détournerait le regard, que plus jamais nous ne serions que quelques milliers à nous indigner parce que l'on tue des Juifs. J'étais les premiers à parler d'un nouvel antisémitisme. Pierre-André Taguieff, un des meilleurs spécialistes de la question, préfère lui parler de la nouvelle judéophobie ou de la nouvelle configuration anti-juive, peu importe. Puis de toute façon, je n'en tire aucun orgueil. Je ressens au contraire, je vous le disais, une immense responsabilité. Dénoncer encore et surtout continuer à agir. Et je ne me tairai pas, et c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Je ne me suis pas tu après Ilan Halimi. Je ne me suis pas tu après Toulouse, ou après l'assassinat de cette femme, Sarah Halimi. On a tant tardé à reconnaître que c'était un crime antisémite. Je ne me tairai jamais, il ne faut pas se taire. Mais malgré nos condamnations et malgré notre action, d'où l'utilité de ce forum, l'antisémitisme perdure en France comme ailleurs. Et la France, c'est la patrie des droits de l'homme et des citoyens. La France est ce pays où on se retrouve pour saluer les victimes du terrorisme en janvier 2015 et pour marquer la solidarité avec Paris, ville lumière. Je suis inquiet de ce que je vois sur le terrain. Et ce combat, il faut donc le mener collectivement. Personne ne peut se dérober, abdiquer. Il faut combattre les gestes, les actes, mais aussi beaucoup plus les mots, ces insultes quotidiens, ces sales juifs que l'on entend dans nos écoles, ces appels au meurtre que l'on entend lors de manifestations. Crier mort aux juifs, comme en 2014 à Paris, cela m'avait bouleversé, à l'occasion d'une manifestation pro-palestinienne, pro-Hamas, pour dire les choses encore plus nettement. Crier mort aux juifs, pour moi, c'est tout simplement crier mort à la France. C'est crier à bas la France. L'antisémitisme est aussi dans la ligne, dans la lignée du djihadisme. Dans la famille du terroriste de Montauban et de Toulouse, et je me refuse à prononcer son nom, on a grandi avec la haine profonde des Juifs et de la France. Le procès de son frère aîné, il y a quelques mois, à Paris, en a fait l'inquiétante démonstration. D'ailleurs, il a été condamné pour cela. Le gang des barbares qui a assassiné Ilan Halimi aurait pu aujourd'hui basculer dans le terrorisme. Antisémitisme, radicalisation, endoctrinement, ce sont des phénomènes de longue durée pour lesquels leurs auteurs trouvent toujours des justifications politiques ou sociales. Plus généralement en Europe, malgré les plus jamais ça, nous connaissons un retour inquiétant des phénomènes anti-juifs. L'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier, a été marqué par des incidents et des polémiques en Pologne et en Autriche. La Chambre basse du Parlement polonais a voté un projet de loi qui sanctionne l'emploi du terme « camp de la mort polonais » car il donnerait l'impression que la Pologne est responsable de la Shoah. Ce texte brouille la réalité de l'histoire, car la Pologne a participé, comme d'autres pays européens, à la déportation.
est l'extermination des Juifs, même si personne n'oublie dans quelle situation était la Pologne. En Autriche, des membres du gouvernement pan-germaniste Germania ont été mis en examen suite à la découverte de l'existence d'un corpus de chants nazis au sein de leur cellule locale. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Explosion des actes antisémites à Berlin, tentative d'incendie d'une synagogue en Suède, école vidée d'enfants juifs à Bruxelles. Vous avez évoqué ces questions. Prenons garde à ce que la disparition des derniers survivants de la Shoah, dont le travail de mémoire est considérable, n'estompe pas le traumatisme qu'a connu l'Europe, à ce que l'antisémitisme ne redevienne jamais une opinion comme une autre. C'était le cas entre les deux guerres, en Allemagne comme en France, et à ce que les mouvements néo-nazis d'extrême droite soient traqués. L'antisémitisme a toujours été le préambule des plus grandes catastrophes de notre histoire. Ceux qui pensent que cela ne concerne que les Juifs, que c'est une affaire entre Juifs, se trompent. Cela concerne tout le monde. On a parfois minimisé l'attaque de l'hypercacher de la porte de Vincennes en janvier 2015, parce que l'on a pensé que si le terroriste s'attaquait à un commerce juif, c'est parce qu'il avait une raison qui ne concernait pas le reste de la société. Et puis on s'est dit que finalement, Charlie Hebdo et ses journalistes, ses dessinateurs, avaient bien mérité son sort à cause précisément de leur caricature du prophète Mahomet. Il a fallu attendre novembre 2015, l'attentat du Bataclan et les terrasses de Paris et du Stade de France, pour que chacun comprenne, et ça a été vrai aussi le 14 juillet 2016 à Nice, que le terrorisme islamiste s'attaquait à tous, quelles que soient les origines et les confessions. J'appelle donc à une prise de conscience générale, ce que j'ai appelé une forme de néo-dreyfusisme par rapport à l'affaire Dreyfus. En 1898, les grandes consciences du pays se sont levées pour dire non, pour accuser. Et à notre tour aujourd'hui d'accuser ceux qui distillent dans notre société la haine. Et donc la haine de la France et la haine de nous-mêmes. Nous devons faire face aujourd'hui donc à un nouvel antisémitisme. Mais même s'il y a toujours cette continuité immonde, si ce sont toujours les mêmes caricatures insupportables qui fondent un antisémitisme quasi millénaire, résumé d'une phrase, les Juifs dominent le monde grâce à l'argent, ce nouvel antisémitisme, il trouve son origine ailleurs. Le nouvel antisémitisme, c'est une bouillie infâme, si vous me permettez cette expression, qui sur fond de complotisme mélange antisionisme, haine d'Israël et détestation de tous les Juifs. D'ailleurs, un de mes amis, Frédéric Ancel, qui connaît bien ces questions, me disait très drôlement, au fond, on reconnaît assez bien le nouvel antisémite. Il vous dit, je ne suis pas antisémite, mais je n'aime ni les Juifs, ni Israël. C'est donc un antisémite. À partir des années 2000, de la deuxième intifada, les auteurs des actes antisémites n'appartiennent plus à des groupuscules d'extrême droite, mais à des personnes, à des individus d'origine arabo ou musulmane. Sur fond de conflits israélo-palestiniens, les agressions à l'égard des Juifs explosent à ce moment-là, et elles sont minimisées. Nous sommes en pleine campagne électorale de l'élection présidentielle, et en plus, on promet un score très important à l'extrême droite et à Jean-Marie Le Pen. Moi, je me rappelle, je venais d'être élu maire d'Évry, et c'est à ce moment-là, de manière très concrète, que je m'aperçois du problème quand les fidèles, le samedi matin, de la petite synagogue d'Évry, sont caillassés par des petits gamins qui nous disent qu'ils n'aiment pas les Juifs. Ils ont 10 ans à peine. Qui leur a inculqué ces idées? L'antisémitisme a gagné nos quartiers et nos banlieues. Il est celui d'une frange d'individus minoritaires, bien sûr, de plus en plus jeunes, d'origine maghrébine ou africaine, de convertis, de culture ou de confession musulmane, qui expriment leur haine d'Israël et donc leur haine des Juifs. Dans ce combat, sur lequel, et je le dis immodestement, je ne me suis pas trompé. Parfois, je me suis senti un peu seul, en tout cas pas suffisamment soutenu. Je l'ai été, par François Hollande et par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, puisque j'ai entamé ma bataille contre l'antisémite Dieudonné quand j'étais ministre de l'Intérieur, en décembre 2013. Dieudonné, mais vous en trouvez d'autres aujourd'hui en France ou en Europe, n'est ni un humoriste controversé,
comme le dit la presse, ni un comique. Ce qu'il véhicule lors de ces spectacles ne relève pas de la création artistique, mais de la haine pure et simple. C'est un antisémite notoire, condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme ou apologie du terrorisme, qui a franchi des limites extrêmement graves. Les personnes qui vont le voir le font aujourd'hui en toute connaissance de cause, et il réunit encore, malgré les interdictions de guerre, des milliers de personnes dans des salles. À l'époque, pourtant, alors qu'il allait entamer une nouvelle tournée, j'ai décidé qu'il fallait y mettre un terme. J'avais adressé, je vous le dis pour montrer qu'on peut agir, le 6 janvier 2014, en ma qualité de ministre, une circulaire à tous les préfets de France avec des instructions leur rappelant comment faire pour interdire toute manifestation pouvant causer des troubles à l'ordre public. Nous ne pouvons pas parler de liberté artistique lorsqu'il y a atteinte à la dignité humaine. Et le Conseil d'État, plus haute autorité administrative, la plus haute juridiction administrative du pays, m'a d'ailleurs donné raison dans cette affaire dans une ordonnance du 9 janvier 2014. Mais je n'oublie pas qu'après le meurtre d'Ilan Halimi en 2006, ou les attentats de 2012 à Toulouse et à Montauban, je vous le disais, il n'y a pas eu ce sursaut politique et moral que nous aurions été en droit d'attendre. Il n'y a pas eu cette mobilisation de masse comme en 1990, après la profanation du cimetière de Carpentras, carré juif, dans le sud de la France, attribué à l'extrême droite. Nous étions là aussi en pleine montée de l'extrême droite et tout le monde s'est mobilisé. Ah, parfois, c'est plus facile de se mobiliser contre l'extrême droite, contre l'antisémitisme traditionnel, que contre un antisémitisme qui vient de la jeunesse, qui vient des quartiers populaires, qui vient des populations arabo-musulmanes, parce qu'il y a une crainte qui est de stigmatiser, comme on dit, des populations qui sont incontestablement en difficulté sur le plan économique et social. Depuis janvier 2015, il y a eu, bien sûr, une prise de conscience. Mais nous avons malheureusement dû attendre qu'il y ait d'autres morts, d'autres victimes. La société française a fait front commun. Il y a bien sûr la grande manifestation à Paris et partout en France du 11 janvier. Mon discours du 13 janvier 2015 à l'Assemblée nationale a reçu le soutien de toute la représentation nationale, de droite comme de gauche. Je prononçais des mots comme ceux que je prononce aujourd'hui. Il faut oser parler de ce nouvel antisémitisme, car il est l'un des fondements de l'islamisme radical. J'ai été heureux d'entendre en juillet dernier le président de la République, Emmanuel Macron, à l'occasion de l'anniversaire de la rafle du Veldiv une nouvelle fois, en présence, c'était important, du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. J'ai été heureux de l'entendre reprendre les mêmes mots que j'avais eu l'occasion d'employer. L'antisionisme, c'est le synonyme aujourd'hui de l'antisémitisme. Nous mettons enfin les mots. Les Juifs ne sont plus diabolisés en tant que sémites, mais en tant que sionistes. Les nouveaux ennemis des Juifs ne les voient plus comme une race ennemie, je mets des guillemets, mais comme un peuple raciste. C'est ce qui leur permet de se présenter dans leur combat contre les Juifs, et c'est très important ce que je dis, comme des antiracistes ou des antifascistes en lutte contre les nouveaux nazis, entre guillemets, c'est-à-dire les Israéliens, dont les principales victimes seraient les Palestiniens. Voilà qui a fait, mesdames et messieurs, exploser le paysage idéologique et qui aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. L'antiracisme, qui est une belle cause, est mis au service de la judéophobie. L'objectif premier des nouveaux anti-juifs est l'élimination de l'État juif en termes de processus de délégitimation et de criminalisation de ce dernier, diabolisé comme raciste, fasciste, voire nazi. Sioniste égale raciste. Sioniste égale colonialisme. Sionisme égale apartheid. Rappelez-vous de la conférence de Durban en Afrique du Sud en 2001. C'est au nom de cet antiracisme dévoyé que naît ce que j'ai appelé l'islamo-gauchisme.
Et c'est toujours au nom de cet amalgame racisant que sont lancés les appels à la haine contre les Juifs. Dans une conférence mise en ligne le 26 juillet 2017, il y a quelques mois, et c'est un exemple parmi d'autres, le chef saoudien Mandoub El Arbi rappelle la justification religieuse de la guerre totale contre les Juifs, et pas seulement contre les sionistes. Il dit d'Arabie Saoudite, le prophète Mohammed a prédit que nous tuerions les Juifs. Quiconque prétend que notre guerre est dirigée contre les sionistes plutôt que contre les Juifs se trompe. C'est un démenti des paroles d'Allah et du prophète Mohammed. Notre guerre est contre les Juifs, etc., etc. Et ainsi, la boucle est bouclée. Un mot d'ailleurs sur l'islamisme à ce moment, car il faut éviter toute ambiguïté, et en tout cas, bien nommer les choses. L'islamisme est une idéologie politique, religieuse, totalitaire, qui prend sa source et cherche à tirer sa légitimité du Coran et des textes de l'islam. Nous venons de le voir par cette citation terrible. Pour mener le combat contre l'islamisme, celui des frères musulmans ou des salafistes, nous avons besoin de l'engagement des musulmans afin qu'ils dénoncent cette monstruosité. Nous devons les aider à extirper ce mal qui veut les asservir et qui cherche à nous détruire. Et le combat ne pourrait être gagné que si les musulmans, et notamment en Europe, et l'islam est une religion européenne comme elle est une religion française aujourd'hui. En France, c'est la deuxième religion, et sans doute en termes de pratique, c'est la première. Ils ne partiront pas, ce ne sont pas des immigrés, ce sont des enfants, des petits-enfants de Français, ce sont des Français. La grande majorité des musulmans subit aujourd'hui la puissance de l'islamisme, la puissance du discours des frères musulmans ou des salafistes. L'islamisme n'est ni nouveau, ni seulement antisémite. Et je reprends ce que disait dans une émission de télévision il n'y a pas si longtemps Arié Benzem. L'islamisme donc n'est ni nouveau, ni seulement antisémite. Il procède évidemment de la haine des Juifs et d'Israël. Mais à la différence de l'antisémitisme, qui ne concerne que les Juifs qu'il prétend exclure de la société, l'islamisme est l'ennemi de tous les peuples, de toutes les régions, de toutes les religions, de tous ceux qui représentent la démocratie, la liberté, les valeurs universelles, l'égalité entre les femmes et les hommes. Parler d'un nouvel antisémitisme, comme je l'ai fait, quand les Juifs sont frappés, agressés ou assassinés par des musulmans islamistes, ne doit pas conduire à ne pas désigner le véritable ennemi. Sinon, c'est une forfaiture qui vise à enfermer et isoler les Juifs dans une position de victime pour faire oublier que tous les citoyens sont concernés. Et donc, le véritable ennemi aujourd'hui, le véritable adversaire dans nos sociétés, c'est vrai en Israël, c'est vrai en Europe, c'est l'islamisme. C'est l'islam politique, diffusé, amplifié par les télévisions, par les paraboles, par les réseaux sociaux. J'ouvre les guillemets. En 1886, je vous le disais, Drummond dénonçait une France juive qui n'existait que dans les fantasmes, écrit Pierre-André Taguieff, que j'ai déjà cité. Il ajoute, pour évoquer le présent, et c'est lumineux, c'est capital pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il ajoute donc, la France n'est pas devenue ou redevenue anti-juive, mais il y a une France anti-juive dans la France contemporaine. Son noyau dur idéologique, dit-il, est un antisionisme radical dont la finalité est de légitimer la destruction d'Israël. Il poursuit. Une grande partie de la classe intellectuelle s'est longuement refusée à reconnaître que la récente vague anti-juive était le produit des interférences de trois types de mobilisation. Écoutez bien. L'antisionisme radical, nous en avons parlé, d'extrême gauche. Le pro-palestinisme mystique et l'islamisme.
et que ses principaux acteurs, dit-il, étaient issus de l'immigration de culture musulmane, s'identifiant aux Palestiniens en lutte contre les sionistes. Tout est dit en quelques phrases, et c'est si juste. Et cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous préoccuper de la situation des Palestiniens, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer vers une solution de paix, mais il vous donne là la clé pour comprendre ce qui se passe en Europe, et d'ailleurs tous les mouvements que j'ai rappelés, comme celui de BDS. Cet islamisme avance dans nos quartiers populaires, en France et en Europe. Et c'est là où il y a une différence par rapport à l'extrême droite, en tout cas en France. Il prospère dans nos prisons, mais aussi dans certaines de nos universités. Je veux saluer d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, l'appel de 100 intellectuels français d'opinions différentes qui dénonçaient en début de semaine, dans une tribune parue dans le Figaro, un nouveau totalitarisme qui menace la liberté en général et qui veut imposer une forme de séparatisme islamiste dans certains de nos territoires. Et c'est ce qui se passe avec déjà la fuite, je vous le disais, de Français juifs de ces quartiers. Mesdames et messieurs, je vous le disais, le début des années 2000 a marqué une recrudescence en France des actes antisémites. Comment agir alors au-delà des mots? Il est difficile d'avoir une vue d'ensemble de ces actes, puisque seules les agressions ayant fait l'objet d'une plainte devant la justice entrent dans ces statistiques. Or, de plus en plus de familles font le choix du silence, par peur, par doute de l'efficacité de notre système judiciaire à punir ces phénomènes. L'évolution du nombre des actes antisémites n'est pas uniforme. Leur hausse est en général liée à l'actualité du Moyen-Orient. Par exemple, en 2009, suite à l'opération Plomb durci de l'armée israélienne. Grâce aux mesures que nous avons mises en place sous le précédent quinquennat, mais aussi grâce aux prises de position fermes en faveur de la défense des Français juifs par une partie de nos responsables politiques, les mentalités ont évolué et, vous allez voir la difficulté des chiffres, et les actes antisémites reculent. Par exemple, on note un recul de 59% en 2016, avec 335 actes antisémites enregistrés, contre plus de 800 en 2015 et 851, le paroxysme, en 2014. Les attaques des lieux de culte ont elles aussi baissé ces dernières années, de 54% en 2016. Mais l'État français a engagé beaucoup de moyens, notamment humains. 820 synagogues ont fait l'objet d'une protection de l'État en 2016, policiers, gendarmes et militaires. En apparence, ces chiffres sont encourageants, et il faut d'ailleurs les saluer. Mais lorsqu'on procède à une analyse plus poussée, nous nous rendons compte que ce n'est qu'un voile et que les agressions à l'égard des Juifs ont certes diminué, mais elles sont de plus en plus graves. Les actes ayant donné lieu à une violence concrète, agression physique ou vandalisme, ont augmenté de 130% en 2014. Les menaces, gestes, menaçants, insultes ont augmenté de 90%. En 2014, un acte raciste sur 2 était classé comme antisémite. Un acte raciste sur 2, alors que la communauté juive est estimée à environ 500 000 personnes et représente moins d'1% de la population. Les actions à caractère antisémite, 97 actes en 2017 contre 77 en 2016, augmentent donc de manière préoccupante, et notamment les atteintes physiques aux personnes. Les villes, territoires qui accueillent les plus grandes communautés juives sont les plus touchés par les actes antisémites, Île-de-France ou Marseille, par exemple. C'est vrai d'ailleurs, il faut le dire, pour les actes violents racistes ou les actes antisémites qui augmentent aussi. Pas un signe de bonne santé pour la société. Nous devons continuer de regarder ces chiffres avec la plus grande lucidité. Ils renvoient une idée imparfaite de ce qu'est la réalité. Aucune statistique ne prend en compte, par ailleurs, le climat antisémite qui règne dans certains quartiers, les regards, les insultes et après, les départs. Ce cancer, cette maladie, doivent être combattus avec la plus grande détermination. Déclarée grande cause nationale en 2014 par le président François Hollande, avant les attentats, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme a bénéficié de 100 millions d'euros lors du précédent quinquennat. Ce plan, coordonné par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT,
que j'ai considérablement renforcée et que j'ai mis directement pour qu'elle gagne en efficacité sous la responsabilité du Premier ministre. Ce plan a mis en place des sanctions plus rapides et plus efficaces contre les propos de haine qui ne relèveront plus du droit de la presse mais du droit pénal. Une protection des utilisateurs d'Internet de la propagation de la haine, un renforcement de la formation des enseignants. Le gouvernement actuel, et je le salue, poursuit cette action. Face à cette haine qui se cristallise à l'égard des Juifs, il ne faut jamais baisser la garde. Le premier combat de ces prochaines années se fera sur le terrain d'Internet. Nous constatons tous les jours à nos dépens, et j'en fais également les frais, comme beaucoup d'entre vous, un océan de haine dans les formes de discussion et dans les forums de discussion et sur les réseaux sociaux. Jamais je n'aurais soupçonné qu'un jour cette violence prenne un tel tournant. La violence verbale, anonyme, numérique, précède, vous le savez, la violence physique. Le gouvernement français a raison de mettre la priorité sur la lutte sur Internet. Aujourd'hui, il est très difficile, même si la DILCRA, je vous le disais, accomplit un travail formidable en coordination avec le procureur de la République, de faire fermer tous les comptes, toutes les pages, tous les sites Internet diffusant des messages haineux, racistes et antisémites. La violence appartient à tous, mais c'est de la vigilance, appartient à tous, mais c'est de la responsabilité de l'État de prendre des mesures fortes. Le président de la République, Emmanuel Macron, lors du dernier dîner du CRIF, a annoncé que la France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer vite tout contenu haineux, raciste ou antisémite. On en parle depuis longtemps et je crains qu'on en parle encore longtemps. C'est pour ça qu'il faut agir aussi au plan national. Et cette semaine, le Premier ministre a annoncé que nous allions, entre autres, instaurer un système de pénalités financières très lourd à l'encontre de Facebook ou de Twitter en cas de refus de retrait de contenu illicite. C'est le cas actuellement en Allemagne. Contraindre les plateformes à avoir une représentation juridique en France, vers qui pourront se tourner alors les pouvoirs publics. Renforcer les dispositifs de signalement des internautes. Les réponses doivent être également techniques, et c'est aux plateformes Internet de les apporter, avec par exemple la question de l'algorithme qui recommande systématiquement des contenus du même type que ceux visionnés. Mais je pense que là, nous en parlions tout à l'heure, on peut aller plus loin en utilisant de nouvelles technologies qui existent, notamment ici en Israël. Le second combat, c'est celui de l'éducation. C'est celui qui fera tomber l'obscurantisme. Dans certains territoires, les professeurs ne peuvent plus parler de la Shoah devant leurs élèves. Là où l'ignorance sépare, le savoir doit réunir. La reconquête de la citoyenneté, des valeurs de la République, de la culture, des savoirs fondamentaux se fait à l'école. Le Premier ministre, aujourd'hui, a annoncé la mise en place d'une équipe nationale de réaction rapide pilotée par le ministère de l'Éducation nationale et qui devra permettre aux personnels enseignants de faire remonter plus facilement les incidents ou les difficultés. Il y a eu, sachez-le, beaucoup d'incidents dans les écoles. Après Charlie et les Pères Cachers en janvier 2015, beaucoup d'élèves n'ont pas voulu observer la minute de silence en mémoire des victimes du terrorisme. La formation des enseignants face aux comportements racistes ou antisémites ou aux thèses complotistes qui font des ravages considérables partout, notamment dans la jeunesse, la formation des enseignants sera renforcée. La protection et l'accompagnement des victimes est évidemment une autre des priorités. Il faut plus que jamais inciter les victimes à porter plainte, les rassurer sur l'efficacité de notre système à réussir à les protéger. Le besoin de porter plainte n'existe pas que pour établir des statistiques ou pour que le ministre de l'Intérieur puisse se réjouir des résultats. La plainte, c'est la meilleure réponse face à l'impunité. Et ces prochains mois, les ministres de l'Intérieur et de la Justice expérimenteront un nouveau réseau d'enquêteurs et de magistrats spécialisés dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Dans ce combat, chacun a un rôle à jouer. Nous ne vaincrons ce cancer que si nous avons les moyens de lutter également contre les angles morts de la République. Les associations sont pleinement mobilisées et doivent le rester. C'est ce qui nous rassemble face à la haine. Nous devons tous faire front commun. Il ne faut passer aucun compromis. Mesdames, Messieurs, je conclus mes propos. Il faut donc tenir bon, affirmer une position non négociable, résister sur la ligne de front intellectuel et politique au néo-antisémitisme ou au nouvel antisémitisme ou à l'antisémitisme de toute façon, contre les antisémites, les prêcheurs de haine,
et en désignant clairement les ennemis, l'extrême droite, l'islamisme, les dérives d'une partie de la gauche extrême. Ce qui compte en France, c'est de revitaliser l'amour de la République, et ce qui compte en Europe, c'est l'amour de l'Europe et des valeurs qui l'ont fondée, qu'il faut aussi rehausser. Et de redire, comme le fit Émile Zola en 1896, je l'ai déjà cité, que nous sommes pour les Juifs. Et cette intransigeance politique, intellectuelle, mais aussi d'action, elle doit s'appliquer, et c'est là où les ennuis commencent pour moi, à l'égard d'Israël. Raymond Aron, ce grand intellectuel que j'ai déjà évoqué, avait compris, et c'est sa prescience, après la guerre des 6 jours, en 1967, qu'un mouvement inédit de haine des Juifs allait se reproduire. Chauffé à blanc par les succès militaires de Tzahal, le préjugé antisémite ancien retrouvait sa force en prétendant, j'ouvre les guillemets, expliquer l'impérialisme israélien par la nature éternelle, l'instant dominateur du peuple juif. Il faisait d'ailleurs référence aux propos malheureux du général de Gaulle. C'est selon Aron une réactivation du préjugé anti-juif dans sa forme contemporaine de l'affaire Dreyfus. C'est l'État d'Israël qui, avec, j'ouvre les guillemets, ses relais, ses diasporas, est crédité d'une puissance surhumaine et toujours manipulatrice, manipulatoire, fruit de la domination par ailleurs du capitalisme et du monde par les Juifs. Un beau résumé de toutes les thèses complotistes et de l'antisémitisme. C'est la raison pour laquelle je suis profondément engagé aux côtés de l'État d'Israël. Bien sûr, il y a les liens avec la France depuis 1948 et Madame l'ambassadrice, ils sont exceptionnels, malgré parfois des incompréhensions et des critiques, justifiées ou pas, de part et d'autre, mais ça, c'est le fruit de l'amitié. Bien sûr, il y a des intérêts stratégiques entre nos deux pays. Je pense au combat commun et à notre coopération contre le terrorisme, mais je pense aussi à la nouvelle économie. Et puis, nous sommes, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même en Israël, deux peuples qui avons la prétention de parler au monde au nom de valeurs universelles. Et ces valeurs universelles, ce sont les valeurs d'une civilisation. Et cette civilisation, nous la partageons. Mais il y a peut-être plus important encore, dans le monde instable et périlleux, le soutien à Israël, un soutien clair et assumé, qui n'exclut pas la critique, bien sûr, ça c'est l'affaire de la diplomatie, mais sans complexe, et puis peut-être avec les lunettes du monde d'aujourd'hui, et pas celui d'avant 1989 et de la chute du mur de Berlin, ou d'avant la guerre de 1967. Un soutien clair et assumé, mais sans complexe, c'est peut-être le meilleur moyen de lutter contre l'antisionisme. C'est presque une tautologie. Soutenir Israël, c'est a priori, en effet, lutter contre l'antisionisme, mais aussi, et c'est plus important, contre l'antisémitisme. Je suis un républicain français, au sens du régime politique, profondément attaché à la démocratie, à la chose publique, à l'émancipation des individus ou à la laïcité, c'est d'ailleurs la séparation des cultes, des religions avec l'État. Je suis, vous l'avez compris, un inconditionnel de Clémenceau et de Zola, car ils ont sauvé l'honneur de la France au moment de l'affaire Dreyfus. Je crois à la force des intellectuels. Et je suis pro-israélien, au nom de l'idée que je me fais les intérêts stratégiques de mon pays et des valeurs donc que nous partageons. Voilà ma triple fidélité. Mais elle ne m'est pas que personnelle. Je crois que c'est la bonne réponse aujourd'hui à l'islamisme et au populisme de toutes sortes. Miser sur une France républicaine et laïque, à la hauteur de ses principes, c'est ce qu'attendent tous les Français, juifs ou non juifs. Et ce que je dis, quel que soit le régime politique démocratique, s'applique dans tous les pays européens. Et si l'Europe veut retrouver un projet, du sens, une identité, elle doit aussi se hisser à la hauteur des enjeux de l'histoire. Il y a un lien incontestable entre les atteintes à la République et à la démocratie
et celle à l'égard des Juifs. Il y a un lien direct. C'est la même violence. La résurgence de l'antisémitisme traduit l'affaiblissement de l'idéal républicain et des pratiques civiques, et donc de la démocratie. Il ne faut pas s'étonner que la démocratie soit questionnée partout dans le monde et en Europe, alors qu'il y a en même temps résurgence de l'antisémitisme et du racisme. C'est donc le même combat qu'il faut mener partout. Et c'est pour ça, malgré ma lucidité, malgré ce constat que je vous ai fait sans concession, à partir de faits historiques et de la réalité que nous vivons aujourd'hui, je reste non seulement volontariste, mais optimiste. Qui frappe un juif frappe l'humanité entière, disait Kafka. Qui frappe un juif frappe l'humanité entière. Ne l'oublions jamais, c'est le combat de ma vie, mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Merci beaucoup. Wow. Prime Minister, as you said, the fight against anti-Semitism is not only a Jewish fight. And we need friends. We need people like Irina Bokova, we need people like Secretary General Guterres, we need people that came here from delegations from different countries. We need imams from Italy and from other countries. We need friends. And you are a very strong friend of the State of Israel, of the Jewish people. Thank you for this, thank you for stamina, and thank you very much for addressing this group. It really was a wow. Thank you.